Regardez par exemple, avant la révision de 2019, il est bien dit que la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur les lois organiques et les lois ordinaires avant leur promulgation. La révision de 2019 a supprimé le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires avant leur promulgation. Or, souvenez-vous, en 1993, en 1994, le débat entre le gouvernement et le Parlement par rapport à la création de la Commission électorale nationale autonome, à savoir une autorité administrative indépendante, et du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif pour organiser des élections crédibles, transparentes, exclusives, libres, régulières, a été tranché parce que cette loi avant promulgation a été soumise à la au contrôle de constitutionnalité. La même Cour, présidée par Mme Pognon, qui a donné raison à l'opposition qui était majoritaire au Parlement pour créer la Sénat, de la même manière, le code électoral qui a été voté en 1995, tendant à écarter le candidat éventuel Soglo, prévoit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir apporté la preuve de la renonciation à ses autres nationalités. Parce qu'on soupçonne le président Soglo d'avoir la nationalité française. La Cour a été saisie, toujours présidée par Mme Pognon. La Cour a dit, l'article 44 de la Constitution a prévu simplement que pour être candidat à l'élection, il faut être de nationalité béninoise, point barre. Pas apporter la preuve d'avoir renoncé aux autres nationalités. S'il n'y avait pas ce contrôle préalable, on allait imposer l'exclusion d'un candidat à l'élection et ça allait entraîner des tensions. Souvenez-vous, en 2005, pour empêcher le candidat Yahi et Boni, les députés ont voté le code électoral pour dire que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être dans le pays depuis au moins 1 an. Or, Yahi Boni était déjà président de la BOAD, dont le siège est au Togo. Il n'était donc pas au Bénin pendant 1 an. La Cour à qui cette loi a été soumise pour un contrôle de constitutionnalité a rappelé tout simplement que la Constitution a dit pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être présent dans le pays au moment des élections. Et la Cour a précisé que le moment des élections, c'est le moment où on dépose le mandat. On dépose le dossier pour être candidat. Donc, s'il n'y avait pas ce contrôle, il y aurait des exclusions et la Cour a été impartiale. Tantôt donner raison au pouvoir exécutif, tantôt raison au pouvoir législatif. Donc, il y a ce genre de choses. Il y a ça qu'il faut revoir. Mais on estime par exemple que pour ce qui est par exemple du parrainage, qu'il faut par exemple renforcer et que les partis politiques puissent par exemple co-signer, ça c'est sûr, oser l'opinion, rien n'est encore dit. Je voudrais simplement vous rappeler que dans une décision de la Cour constitutionnelle du Mali de 1996, le parrainage a été écarté pour préserver l'égalité des citoyens pour être candidat à l'élection. N'importe quel citoyen peut être candidat à l'élection sans avoir besoin d'être parrainé. À un moment donné, au Sénégal, il y avait 2 modalités pour être candidat à l'élection présidentielle. Si vous êtes présenté par un parti politique reconnu, vous n'avez pas besoin de parrainage. Si vous êtes un candidat indépendant, vous avez besoin de parrainage. Le parrainage permet d'éviter des candidatures fantaisistes, mais ne doit pas viser à exclure des candidats de l'élection, comme le syndicat administratif a donné ce résultat. Et nous avons vu les tensions que cela a créées dans le pays en 2000, pour les élections législatives de 2019, où on a malheureusement tiré sur des gens, ce qui ne s'est jamais vu depuis la conférence nationale de 1990, où malgré nos différences d'opinion, c'est dans la convivialité que les élections sont organisées et les battus acceptent leurs résultats. En 1991, le président Kérékou a accepté sa défaite. Il est venu au PLM Alédio pour passer service au président Kérékou. Le président Soglo est parti sans état d'âme en 1996 quand il a été battu. Et vous vous souvenez, en 2016, quand Lionel Zinsou a été battu, il est venu assister à l'investiture du président Talon pour montrer le caractère convivial
de notre démocratie parce qu'on fait confiance aux urnes pour permettre au peuple de désigner qui il veut pour le diriger pour un temps déterminé. Alors, ce parrainage-là aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez dans son expression actuelle? Si le parrainage vise à garantir la crédibilité des candidats, tant mieux. Si le parrainage est une exclusion, ce serait contraire à l'esprit démocratique qui est l'inspiration de notre Constitution. Puisque je vous ai rappelé, dans la Constitution, il est affirmé la détermination du peuple à créer un état de droit et de démocratie pluraliste garantissant les droits fondamentaux, les libertés publiques des citoyens, conditions préalables pour le développement harmonieux, temporel et spirituel de chaque Béninois. Donc, à mon avis, le parrainage ne doit pas être un élément d'exclusion. Dans d'autres pays, c'est les députés qui, individuellement, donnent les parrainages sans qu'on ait une centralisation. Vous estimez qu'on n'a pas centralisé cela? Le problème est si préoccupant que même pour des élections locales, pendant les élections, pour l'élection du maire, on a dû modifier le code électoral, alors que ce soit les élus, les conseillers élus qui élisent leur maire, on a été centralisé pour que ce soit les partis qui procèdent. Ça pose problème. Vous pensez qu'on doit toucher cela? Je ne sais pas si c'est inscrit dans la Constitution. Je crois que c'est peut-être plutôt dans le code électoral. La Constitution doit être un élément de consensus qui permet de vivre ensemble en harmonie pour la paix, parce que je suis contre la violence et je ne voudrais pas qu'il y ait un prétexte pour qu'il y ait de la violence dans ce pays qui m'est cher. Talon Yahi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, on note une passe d'armes. J'ai eu la chance d'avoir accompagné le président Soglo, d'abord à Pretoria et à Maputo, pour la création de Forum for Africa à l'initiative du président Chissano et dont le président d'honneur est Nelson Mandela. Chissano a été élu président de ce forum et le président Soglo a été élu vice-président de ce forum. Il est dit que les anciens présidents ne sont pas les concurrents des présidents en exercice. Ils connaissent la difficulté de la tâche. Ils doivent aider les présidents en fonction à réussir leur mandat. Et si vous avez pu constater, chaque fois qu'il y a des tensions dans ce pays, c'est la concertation ou avec le clergé ou avec les anciens présidents de la République qui a permis de trouver une porte de sortie honorable. Souvenez-vous, pour la LEPI, je crois que c'était en 2009, où l'opposition, avec les Amoussou Bruno et autres, avait refusé de s'inscrire pour la LEPI. Il y a eu une intervention des anciens présidents de la République, essentiellement Kérékou, Zinsou, Soglo, et le clergé aussi, et cela a pu permettre d'avoir un consensus. L'opposition a accepté de s'inscrire. Le délai d'inscription sur la LEPI a été prorogé. La loi a été votée, la Cour l'a déclarée conforme à la Constitution parce que cette concertation a permis de préserver la paix qui est la finalité de notre vivre ensemble. Parce qu'on avait toujours inscrit les gens individuellement, bien qu'à la Cour nationale, on ait souhaité qu'il y ait cette informatisation. Or, on n'est pas sûr de la crédibilité de ces inscriptions manuelles et qui se font. Cette informatisation, peut-être qu'elle n'a pas associé tout le monde. Et vous vous souvenez qu'en 2011, même les députés, donc même au propre parti, la Révolution du Bénin, ont marché sur la Cour constitutionnelle parce qu'on estimait que nous étions complices de cette situation. Donc vous avez vu l'utilité des anciens présidents de la République. Je ne souhaite pas. Et nous avons au Bénin un statut des anciens présidents de la République. Et vous avez déjà constaté que pendant 52 jours, le président Yahi Boni avait été enfermé chez lui, ne pouvant pas recevoir ses amis, ses parents, même les anciens, même ce médecin, l'ancien président Sougoula avait du mal à le voir. Ce qui ne s'est jamais passé depuis le renouveau démocratique. Il a fallu
l'intervention de certains pays, de certains chefs d'État de la sous-région, dont le Nigeria, pour que cette situation soit débloquée. C'est une atteinte à la dignité d'un ancien président de la République. Parce que nous montrons qu'il n'est pas digne de respect. Et cela peut arriver à tout autre ancien président de la République, ce que je ne souhaite pas, parce que nous avons du respect pour nos aînés. Même quand nous n'avons pas voté pour un président, il est le président de la République. Nous pouvons le critiquer parce que la Constitution nous en donne le droit, mais nous devons du respect. Ce qui explique aujourd'hui les tensions qu'on observe entre des gens qui étaient quand même des alliés à un moment donné. Je souhaite qu'ils retrouvent la convivialité, puisque le président Yahi Boni est aujourd'hui le président des démocrates, qui est le parti de l'opposition. Est-ce que dans cette posture, il joue encore il existe un statut des anciens présidents de la République. Il existe un statut de l'opposition qui dit que l'opposition doit être consultée par le chef de l'État sur des questions d'intérêt national ou international. C'est le choix du président Yahi Boni d'avoir été président des démocrates. Il était président d'honneur. Si moi, je ne suis pas, si j'étais ancien président de la République, je ferais comme les Américains. Vous n'entendrez pas parler d'un ancien président américain qui soit démocrate ou qui soit républicain à la fin de son mandat, prétendent diriger le parti des démocrates, le parti des républicains. Ils abandonnent le terrain à de nouvelles générations. C'est là, et quand Nelson Mandela est parti, il n'est pas resté président de l'ANC. Je crois que c'est cette tradition que nous devons aussi respecter pour que les chefs d'État, les anciens présidents de la République, soient des facilitateurs pour des périodes de tension parce qu'ils ont connu la fonction, ils connaissent les difficultés de la fonction, ils ont l'autorité morale pour apaiser, pour appeler les gens les uns aux autres au dialogue pour préserver la paix dans le pays. Préserver la paix dans le pays. Est-ce que Boni Yahi, en tant que président des démocrates, joue encore son statut d'ancien président de la République? Je crois que s'il n'est pas payé par les démocrates, il joue de son statut. Je crois que c'est lorsqu'il accepte une autre fonction rémunérée que le salaire qu'il a pour cette fonction est plus élevé que celle d'ancien président de la République, que le paiement de ce salaire est suspendu. C'est ce que j'ai compris dans le statut des anciens présidents de la République. Alors, les quatre appelants, Ricky Amadougou, Joël Frédéric Aïvor, sont sur toutes les lèvres. Une proposition de loi d'amnistie a été introduite au niveau du Parlement. On a vu le destin qu'elle a eu. Bien avant cela, le chef de l'État a commenté cette initiative politique et a même dit et affirmé que même si le Parlement était à 100% démocrate, une telle proposition ne prospérait pas. Vous savez, quand le président, quand M. Talon, Patrice était en difficulté avec le président Yahi Boni, qu'il a été enfermé au commissariat, je présidais la conférence des présidents d'institutions. À la demande du président de la Cour suprême Batokor, qui m'a accompagné, j'ai rencontré le président Yahi Boni pour plaider pour sa libération. Il a donné son accord et je lui ai demandé si je pouvais informer la femme du président, de M. Talon Soglo, de Talon et Patrice. Il a donné son accord. Comme je ne connaissais pas sa maison, c'est Batokor qui m'a accompagné. J'ai dit à sa femme que le soir même, son mari sera libéré. Malheureusement, il n'a pas été libéré le soir-là. Il a été libéré le lendemain. M. Patrice Talon est venu à une réunion des présidents d'institutions à Porte-Novo, à la Haute Cour de justice, pour nous remercier, comme il est venu également à la maison pour me remercier. Je me suis permis d'évoquer ce cas parce que c'est connu de tout le monde. Certains avaient même pensé qu'il m'aurait corrompu puisque j'ai appris que mon compte a été vérifié, comme il n'y avait rien là-dedans, ils étaient rassurés. Pour dire que je n'ai jamais été partisan de l'emprisonnement des opposants. Je vous ai parlé tout à l'heure de la convivialité, de la compétition électorale, et je vous ai parlé également du droit de l'opposition de critiquer et de faire des propositions alternatives tout en respectant l'autorité. Donc par conséquent, je suis favorable à ce que les opposants ne passent pas leur temps en prison. Ça crée des frustrations et ça est préjudiciable à la cohésion sociale de mon point de vue. Je souhaite que la raison triomphe
Voilà pourquoi je plaide pour l'amnistie qui a pour avantage d'effacer, non seulement d'effacer la condamnation, alors que la grâce interrompt simplement l'exécution de la condamnation sans effacer du casier judiciaire. Mais voilà que cette amnistie ne va pas prospérer là maintenant. Est-ce que pour vous, il y a encore un mécanisme 2026 est encore loin. La sagesse finira toujours par triompher. Vous savez, hein, en 2016, il y avait des tentatives pour empêcher le candidat Talon d'être candidat à l'élection présidentielle. Il avait été évoqué contre lui des dossiers qui sont en cours devant la justice. La Cour, en ce temps que je présidais, a eu, à des moments donnés, rappelé que notre Constitution prévoit la présomption d'innocence. On ne peut donc prendre en compte ces cas que lorsqu'une condamnation définitive est intervenue. Donc, dans ma pratique au quotidien, j'ai toujours été favorable au respect des libertés des citoyens. Je me souviens que le président Yahi Boni avait voulu interdire les mercredis ou jeudis, les mercredis rouges, je crois. Je lui avais dit, j'étais le président de la Cour constitutionnelle, hein, je lui avais dit que la Constitution prévoit la liberté de manifester. Il peut indiquer que les gens ne peuvent pas marcher de telle heure à telle heure ou dans telle zone pour ne pas perturber le droit d'aller et venir des autres citoyens. Sans me consulter, il prend l'avis de ma femme, qui sans m'avoir consulté, lui donne la même opinion. Le président Yahi Boni a laissé le mercredi rouge se dérouler. Vous avez pu voir les mercredis rouges qui se déroulaient et tous les jours, alors qu'on aurait pu dire, si dans une dictature, ah non, vous êtes critique vis-à-vis du pouvoir, vous ne le ferez pas. Nous sommes en démocratie. Il y a des règles qu'il faut respecter, c'est un fait, mais il faut que les gens puissent également s'exprimer. Il faut qu'ils puissent s'exprimer. Alors, en 2020... Parce que lorsqu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer, surtout dans une expression encadrée, comme c'est le cas au Parlement, la tendance est de vouloir le faire dans la rue, sans respect d'aucune réglementation. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, où l'idée de vouloir empêcher quelqu'un d'aller aux élections a fait brûler des archives d'une université aussi grande et illustre que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De Dakar. Oh, il faut éviter cela pour notre pays. Il faut éviter cela pour notre pays. Alors, professeur Olo, 2026, c'est encore loin, ça vous le dites, mais quelles sont vos espérances? Que nous retrouvions la convivialité. Nous ne sommes pas des ennemis, même si nous n'avons pas les mêmes opinions. Dans une famille, on peut ne pas avoir les mêmes opinions, mais on se retrouve ensemble pour vivre en convivialité. Nous sommes citoyens du Bénin, nous n'avons pas d'autres pays. Je suis né au Bénin, j'ai fait toute ma carrière au Bénin. Quand j'ai fini mes études, j'avais eu des propositions. J'ai fait ma thèse sur le régime militaire. J'étais menacé. Quand j'arrivais, il y a eu grève à l'université, on m'a menacé avec mon ami, celui qui devenait mon ami après nous, m'a menacé. Nous aussi, qui a été obligé de s'exiler. Je suis resté dans le pays. Je crois avoir été utile en tant qu'enseignant au moins à mon pays. Donc il faudrait qu'on donne les conditions aux compatriotes de mettre leur savoir à la disposition du pays dans le respect des règles consensuelles. Voilà pourquoi il faut que la Constitution soit fondée sur un consensus pour fonder notre vivre ensemble en harmonie. Avant-dernière question, pour conclure, comment se porte selon vous aujourd'hui le Bénin? Oh, vous savez, la démocratie n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Et je donne toujours cet exemple. Prenez les États-Unis, qui ont connu la démocratie depuis 1787. En novembre 2020, Donald Trump, battu aux élections, a tout fait pour empêcher que la victoire de son challenger Biden soit confirmée. Et en janvier 2006, le 6 janvier, le Congrès s'est réuni pour certifier cela. Il a lancé ses troupes, ses partisans à l'assaut. Mike Pence, son vice-président, a désavoué ce comportement. Certains de ses collaborateurs ont désavoué ce comportement. Maintenant,
il est poursuivi par la justice pour ce comportement. Vous voyez donc un pays qui a connu une tradition de plus de 2 siècles qui connaît cette situation. Que nous ayons des hauts et des bas, cela fait partie de la vie d'une démocratie. L'essentiel est que nous puissions régler, surmonter ces difficultés en préservant le consensus, la stabilité des institutions, la légitimité des gouvernants pour préserver la paix. Donc, rien ne peut se faire, à mon avis, de façon linéaire. Voilà pourquoi il est important que nous ayons une culture démocratique et ne pas vouloir imposer par la force notre idée aux autres. Alors, sur le plan économique et social, qu'est-ce que vous notez? Or, vous savez, il y a des évolutions positives, c'est évident. Mais le développement, comme je le dis, suppose le paix et la liberté. C'est bon d'avoir des infrastructures, mais il faut se tenir compte aussi du bien-être de celui qui va utiliser ces instruments. Voilà pourquoi on met l'accent sur les droits essentiels que sont le droit à l'éducation, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit au logement. Ce qui veut dire que rien ne peut être globalement ou totalement négatif ou totalement positif. Nous avons des avancées sur des infrastructures économiques, mais nous avons des reculs par rapport aux libertés fondamentales. Comme nous avons eu des libertés, nous avons eu des avancées sur des libertés fondamentales, mais pas le même niveau de progrès économique. Mais c'est un tout qu'il faut essayer de mettre ensemble, à savoir le pain et la liberté. Parce que, comme je le rappelle, la démocratie, c'est le consensus sur les règles de la gestion pacifique des contradictions inhérentes dans toute société humaine. En tant que société, nous avons des contradictions. Nous devons avoir des mécanismes qui nous permettent de gérer ces contradictions dans la paix pour préserver notre vivre ensemble en harmonie. Et je crois que depuis 1990, depuis la conférence nationale, nous avons fait preuve de sagesse pour atteindre cet objectif. Souvenez-vous, en 1989, je crois que ça devait être en décembre, le président Kérékou m'a acculé par des citoyens qui le huaient, s'est réfugié dans la cour de l'église Saint-Michel, interdisant à sa garde de tirer sur les citoyens. Et c'est le même qui a accepté la souveraineté de la conférence nationale, qui a accepté les décisions de la conférence nationale. Le président Soglo s'est inscrit aussi dans cette lignée. Il a travaillé pour relever l'économie, mais il a respecté aussi les libertés fondamentales. Nous devons continuer dans ces 2 exemples que nous ont donnés les pères historiques du renouveau démocratique qui doivent être nos références que nous devons chercher à dépasser en faisant mieux du point de vue de la préservation de la paix et de la stabilité des institutions.